Уважаемые дамы и господа, добрый день. Мы считаем... Mesdames et messieurs, bonjour. Nous considérons comme essentiel que les ambassadeurs travaillant en Fédération de Russie soient pleinement informés de notre position sur l'une des crises internationales les plus graves, la guerre déclenchée par l'Occident en utilisant l'Ukraine contre la Fédération de Russie. Cela est évident pour beaucoup aujourd'hui, mais l'arrière-plan informationnel est manipulé pour désorienter l'opinion publique mondiale. C'est pourquoi je juge ces rencontres extrêmement utiles, et j'espère que vous partagez cette évaluation. L'Occident collectif utilise depuis longtemps des méthodes de guerre informationnelle et de déformation des faits pour poursuivre ses objectifs politiques immoraux. Permettez-moi de donner un exemple historique. Une lettre de l'évêque londonien Belby Porteux, qui date de l'époque coloniale, a été conservée. Il y exprimait ses réflexions sur la foi des esclaves dans les plantations sucrières des Caraïbes et recommandait de leur fournir une version abrégée de la Bible. Cette initiative ne s'arrêtait pas aux prières. À la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, une version spéciale de la Bible a été éditée pour les colonies britanniques, intitulée Les parties choisies des Saintes Écritures à l'usage des esclaves noirs dans les îles britanniques des Antilles. Cette édition, connue dans l'histoire biblique sous le nom de Bible des esclaves, omettait 90% de l'Ancien Testament et 50% du Nouveau Testament. Au nom de l'asservissement des âmes de millions d'esclaves, les prédécesseurs des libéraux occidentaux modernes ont censuré les Écritures, supprimant tout passage pouvant insuffler une idée d'égalité devant Dieu. Ces Bibles des esclaves ont été imprimées à Londres au XIXe siècle, et depuis, peu de choses ont changé. Aujourd'hui, par exemple, le régime de Kiev, sous le contrôle direct des Anglo-Saxons et de leurs satellites de l'OTAN, applique des pratiques coloniales similaires. Il utilise également des éléments de l'idéologie ultralibérale moderne de l'Occident, comme la culture de l'annulation. Cela inclut la réécriture systématique et la falsification de l'histoire ukrainienne par des propagandistes, effaçant les valeurs et distorsions du passé. L'ensemble de la sphère médiatique occidentale moderne ressemble à une version contemporaine de la Bible des esclaves. À notre époque, les agences de relations publiques anglo-saxonnes, soutenues par des grandes corporations médiatiques à portée mondiale, mènent des campagnes informationnelles dans l'intérêt exclusif de leurs propriétaires. Leur objectif principal est de créer l'illusion d'un large soutien aux positions néolibérales de Washington et de Londres tout en bloquant l'accès à des sources d'informations alternatives. Dans les relations internationales, la diabolisation d'États et de gouvernements non alignés sur l'Occident est devenue une constante. Un exemple frappant est l'agression contre la Yougoslavie en 1999. À l'époque, une mise en scène à Raqqa a été organisée. Des représentants de l'OSCE ont découvert des corps et accusé l'armée yougoslave d'avoir massacré des civils. Cela a servi de déclencheur pour des bombardements qui visaient des infrastructures civiles comme des ponts et des centres de télévision. Plus tard, il a été prouvé que les civils étaient en réalité des combattants déguisés après leur mort. Un scénario similaire a eu lieu à Boutcha en 2022, près de Kiev. Les journalistes de la BBC ont montré des corps soigneusement alignés dans la rue, et la Russie a été immédiatement accusée de crimes de guerre. À ce jour, nous n'avons toujours pas obtenu les noms des victimes prétendument tuées. J'ai personnellement demandé à Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, des explications à 3 reprises, mais il évite de répondre. Ces provocations rappellent également les manipulations de la propagande nazie en Prusse orientale en 1944, lorsqu'après le retrait des troupes soviétiques, les nazis ont accusé l'armée rouge de massacre, des accusations depuis démenties par les historiens. Aujourd'hui, les pays occidentaux, qui se proclament champions de la liberté d'expression et du pluralisme, démontrent une intolérance flagrante à toute voie alternative. Les médias russes comme RT et Sputnik sont particulièrement visés car ils offrent une information objective et une analyse impartiale des événements. Par exemple, bien avant le conflit ukrainien, la France a refusé d'accréditer RT et Sputnik, qualifiant ces médias d'outils de propagande. Cela viole directement la Charte de Paris de 1990, adoptée dans le cadre de l'OSCE, qui garantissait un accès libre à toute information, qu'elle soit nationale ou internationale. Cependant, dès que l'Occident a compris que le monde était plus complexe que l'ordre néolibéral qu'il tentait d'imposer, il a commencé à limiter l'accès à toute information qui contredit ses intérêts. Un dernier exemple récent, en Allemagne, le premier canal russe a été interdit et des journalistes en ont été expulsés. De telles actions se produisent quotidiennement. Par ailleurs, lorsque le régime de Zelensky déclare ouvertement chasser les journalistes russes, l'Occident reste silencieux ou ferme les yeux. Il a été prouvé que les services secrets ukrainiens ont directement participé à l'assassinat ciblé de journalistes russes tels que Daria Dugina, Oleg Klokov, Maxime Fomin, Rostislav Joravlev, Boris Maksoudov et bien d'autres encore. Nous n'avons entendu aucune condamnation de ces meurtres de la part de l'Occident éclairé.
Cela vaut également pour les assassinats de journalistes russes dans le Donbass, bien avant le début de l'opération militaire spéciale. Le scandale autour du récent rapport du secrétariat de l'UNESCO, consacré aux journalistes ayant perdu la vie dans l'exercice de leur métier, est également bien connu. Ce rapport ne mentionne aucunement les nombreux journalistes russes tués dans des circonstances largement documentées. Madame Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, est donc complice de ces omissions. Le front médiatique reste l'un des principaux champs de bataille dans la campagne agressive menée par l'Occident collectif, non seulement contre la Russie, mais aussi contre d'autres pays du Sud global qui suivent une voie indépendante dans leurs affaires internes et internationales. L'Ukraine est devenue un terrain d'expérimentation pour des techniques sophistiquées de manipulation de la conscience publique. L'Ukraine ne sert pas seulement à diffuser de fausses informations, elle est aussi utilisée comme un terrain d'essai pour tester les caractéristiques des armes occidentales. Cela est fait ouvertement. Hier ou avant-hier, Boris Johnson, réapparu sur les écrans, a déclaré dans une interview que l'Occident menait effectivement cette guerre par le biais des Ukrainiens. Ce fait ne peut être ni caché ni déformé. Washington, Londres et les capitales de l'Union européenne continuent de minimiser ou de justifier les crimes de leurs protégés en Ukraine. Ils mobilisent d'importantes ressources médiatiques, bloquent les informations alternatives et paralysent autant que possible les activités des structures multilatérales de défense des droits de l'homme. L'Occident ne parle pas des journalistes russes tués par les néo-nazis ukrainiens, comme je l'ai mentionné précédemment. Mais rappelons le cas de Julian Assange. Sa persécution, étalée sur de nombreuses années, a été visible pour tous. Cette vérité n'a pas pu être cachée et constitue une illustration frappante du sort réservé aux opposants idéologiques de l'Occident, un avertissement à tous ceux qui osent être en désaccord. Il est significatif que, malgré des divergences avec Julian Assange sur certains points, la Russie ait été l'un des seuls pays à défendre systématiquement sa cause, tandis que les champions autoproclamés de la liberté d'expression et les défenseurs des droits de l'homme sont restés silencieux. Des structures comme l'UNESCO, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, OSCE, et le Conseil de l'Europe ont, selon leur statut, l'obligation de protéger les droits de l'homme, y compris la sécurité des journalistes. Cependant, au cours des dernières années, elles ont démontré leur absence totale de principe et d'efficacité. Leur silence et leur inaction, voire leur connivence avec le régime criminel de Kiev, entraînent de nouvelles pertes humaines. Notre ministère publie régulièrement des rapports sur les crimes du régime de Kiev, et je suis convaincu que vous avez accès à ces documents pour informer vos capitales des faits qu'ils contiennent. Plus largement, la situation dans les organisations internationales est préoccupante, car leurs secrétariats ont été, en pratique, privatisés par l'Occident. Prenons par exemple le secrétariat de l'ONU. Toutes les positions clés, y compris celles du secrétaire général, de ses adjoints pour les affaires politiques, le maintien de la paix et la sécurité, sont occupées par des pays membres de l'OTAN. Nous avons souvent exigé une représentation plus équitable des pays du Sud global dans toutes les organisations internationales, y compris l'ONU, le FMI et la Banque mondiale. Cependant, la situation reste déplorable. Avant de passer à la séance de questions-réponses, je tiens à souligner qu'aucune guerre de l'information, mensonge ou manipulation ne pourra aider le régime néo-nazi de Kiev. Les objectifs de l'opération militaire spéciale seront atteints. Comme l'a répété à plusieurs reprises le président Poutine, nous privilégions toujours les moyens politiques et diplomatiques pour résoudre les conflits. Cependant, toute solution au conflit ukrainien ne sera ni solide ni durable si ses causes profondes ne sont pas éliminées. Parmi ces causes, citons les menaces durables contre la sécurité de la Russie à l'ouest, dues à l'expansion de l'OTAN et à l'intégration de l'Ukraine dans l'Alliance. Une autre cause essentielle est la politique systématique du régime de Kiev visant à éradiquer les droits des citoyens russes et russophones de leur propre pays. Cela inclut l'interdiction légale de l'éducation en langue russe à tous les niveaux, de l'école primaire à l'université, ainsi que l'interdiction des médias et des événements culturels en russe. À l'instar de l'Allemagne nazie, l'Ukraine retire des bibliothèques les livres en langue russe pour les envoyer au recyclage. En parlant des causes profondes, je souhaite attirer votre attention sur l'initiative du président chinois Xi Jinping, intitulée Initiative pour la sécurité mondiale, présentée en février 2023. Cette initiative insiste sur l'importance d'identifier et d'éliminer les causes profondes de tout conflit. De nombreuses propositions, y compris en provenance de l'Occident, appellent à résoudre le conflit ukrainien sur la base du droit international et du respect de l'intégrité territoriale. C'est également la position du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Mais le droit international ne se limite pas à la seule notion d'intégrité territoriale, il englobe de nombreux autres principes fondamentaux. Il y est également mentionné le droit des peuples à l'autodétermination.
C'est précisément ce droit qui a servi de fondement juridique international au processus de décolonisation, notamment du continent africain. De la même manière que les peuples d'Afrique, à l'époque coloniale, refusaient de vivre sous la domination de colonisateurs ne représentant pas leurs intérêts, le régime actuel en Ukraine ne représente pas les intérêts d'une grande partie de ses citoyens ni des territoires qui, par référendum, ont décidé de se réunir avec la Fédération de Russie. Il ne faut pas oublier cela. Le secrétaire général de l'ONU lui-même appelle à respecter la Charte des Nations Unies et les résolutions de l'Assemblée générale. Cependant, il convient de rappeler que ces résolutions, adoptées sous la pression de l'Occident, parfois par des moyens coercitifs, visent à légitimer les actions du régime ukrainien, y compris le coup d'État de 2014. Si le secrétaire général invite à se référer aux résolutions de l'Assemblée générale, alors il est important de rappeler qu'il existe une résolution adoptée par consensus et non par vote. Cette résolution s'intitule * Déclaration sur les principes du droit international relatifs aux relations amicales et à la coopération entre les États *. Ce document, extrêmement détaillé, explique les principes de la Charte des Nations Unies. Il stipule clairement que tous doivent respecter l'intégrité territoriale des États dont les gouvernements respectent le droit des peuples à l'autodétermination, ce faisant, représente l'ensemble des populations vivant sur leur territoire. Qui peut prétendre sérieusement que le régime de Kiev représente les intérêts des citoyens russes et russophones d'Ukraine? Rappelez-vous les propos tenus par Zelensky à l'automne 2021, avant le début de l'opération militaire spéciale. Interrogé sur les populations de l'autre côté de la ligne de contact, dans le contexte des accords de Minsk, il avait répondu « Vous savez, il y a des gens et il y a des créatures ». Il avait ensuite conseillé, ajoutant « À ceux qui vivent en Ukraine et se sentent liés à la culture russe, pour l'avenir de leurs enfants et petits-enfants, partez en Russie ». Cela, de la part d'un président qui prétend représenter l'ensemble de la population de l'Ukraine dans ses frontières de 1991? Bien sûr que non. Et le plus important, dans la Charte des Nations Unies, avant même d'évoquer le droit des peuples à l'autodétermination ou l'intégrité territoriale, le tout premier article insiste sur le respect des droits de l'homme. Avez-vous jamais entendu nos collègues occidentaux, lorsqu'ils parlent de l'Ukraine ou adoptent des documents dans des forums tels que le G7, l'Union européenne ou d'autres alliances, mentionner une seule fois les droits de l'homme? Et pourtant, la Charte stipule clairement qu'il est nécessaire de respecter les droits de l'homme, indépendamment de la race, du sexe, de la langue ou de la religion. Concernant la langue, je vous l'ai déjà dit, la langue russe est interdite légalement. Et tout le monde se tait. L'Occident, qui place les droits de l'homme au centre de ses préoccupations dans tant d'autres contextes, reste ici muet comme une carpe, comme on dit chez nous. Le droit à la religion, lui aussi, est piétiné par le régime de Kiev. Un récent texte de loi interdit l'Église orthodoxe ukrainienne canonique. C'est pourquoi, lorsque nos amis, animés des meilleures intentions, proposent des initiatives visant à régler le conflit sur la base du droit international et de la Charte des Nations Unies, nous insistons pour que ces propositions prennent en compte non pas un seul principe de la Charte, mais tous ces principes, dans leur intégralité et leur interdépendance. Ce n'est qu'à cette condition que les démarches seront honnêtes et montreront à tous que nous cherchons réellement à nous attaquer aux causes profondes du conflit.